des grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Pays de l'Urupois. Aujourd'hui, nous sommes avec le citoyen Jean-Michel Toulouse et nous allons parler de l'organisation du système de santé français et sa destruction programmée. Jean-Michel Toulouse est ancien directeur d'hôpital public, de différents hôpitaux publics. Et donc, nous allons un peu parler de lui, de son parcours, de l'historique du système de santé français, de l'organisation actuelle entre privé et public et les 3 niveaux d'organisation dans le public. Nous allons aussi parler des grandes réformes de l'hôpital public avec le PPP, le partenariat public-privé, la privatisation rampante, la course à la rentabilité, avec le New Public Management. Et en dernière partie, nous allons parler des résultats de toutes ces politiques qui amènent à la destruction du service public, de l'hôpital public. Merci citoyens de nous donner de ton temps et de partager ton expérience. Tu es Jean-Michel Toulouse. En introduction, tu as été directeur adjoint de l'hôpital public d'Aulnay-sous-Bois. Tu es passé à la direction de l'action sociale dans le 93. Tu avais plus de 300 assistantes sociales sous tes ordres, voilà. Puis après, tu as été directeur de l'hôpital public de Saint-André-des-Lilles, de Montreuil-sous-Bois, de Montluçon et de Corbeil-Évry pour finir en 2015 où tu es parti à la retraite. Tout à fait exact. Merci de partager avec nous ton expérience. Les amis, si vous avez des questions pertinentes à poser à Jean-Michel Toulouse, n'hésitez pas dans les commentaires, puisqu'il y a des collègues qui noteront vos questions pour les poser directement à Jean-Michel Toulouse. On va commencer tout simplement par l'historique du système de santé français. D'accord. Bien, vaste programme. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible.
bon, il faut savoir qu'avant d'être un hôpital moderne, tel que nous l'avons connu, puisque malheureusement il faut un petit peu mettre ça au passé, les structures de soins en France, depuis le Moyen-Âge, étaient plutôt tournées vers ce qu'on a appelé l'assistance. Donc c'était surtout géré par l'Église d'ailleurs à l'époque, et ça avait pour but, je dirais, d'éviter un niveau de révolte des pauvres qui, à l'époque, bien sûr, étaient très nombreux. Donc l'Église avait un grand rôle, donc on a commencé à voir quelques bâtiments, quelques institutions gérées par l'Église, et dont le souci principal n'était pas de soigner les gens, mais de les recueillir pour éviter, je dirais, une contestation trop importante au niveau des différents pouvoirs. Et puis, donc cela a duré en gros jusqu'à la Révolution française, la grande Révolution française, dont on parlera plus tard, et période pendant laquelle on a commencé à comprendre que ces établissements devaient aussi dispenser quelques soins. Voilà, donc c'est l'époque des grands ancêtres de la psychiatrie française, bien avant Freud, et c'est l'époque des grands médecins qu'on a connus pendant la fin du XVIIIe et tout le courant du XIXe siècle. Voilà, et puis après la Première Guerre mondiale et surtout la Seconde, les hôpitaux en France sont devenus des établissements, je dirais, dispensateurs de soins techniques. Et là, la grande conquête de la sécurité sociale, après la Deuxième Guerre mondiale, a permis que la France se dote d'un système hospitalier très moderne, que tout le monde nous enviait. Et il faut dire et redire que c'est la sécurité sociale qui a financé, à l'époque, on va dire de 1946 à 1975, en gros, les hôpitaux tels que les plus anciens d'entre nous ont connus, avec des plateaux techniques très perfectionnés, notamment dans les centres hospitaliers universitaires, mais également dans d'autres établissements qui avaient une portée un petit peu plus départementale. Voilà, alors ça c'est en gros, à grands traits, l'historique, si vous voulez. Et maintenant, je vais peut-être aborder vite fait les grandes réformes. Les grandes réformes qui ont commencé avec la loi Boulin de 1970, qui a créé, donc ministre gaulliste, assassiné, comme vous le savez, dans des conditions un peu obscures, mais qui le seront, j'espère, de moins en moins, et qui est le père, je dirais, Boulin, de la grande loi de mise en œuvre du service public hospitalier. Bon, c'est je dirais, la période, je dirais, de gloire de l'hôpital public en France. Parce que tout ce qui va suivre, malheureusement, va être l'histoire de la destruction de cet hôpital. Alors, les grandes réformes. Je vais peut-être vous dire comment est organisé peut-être l'hôpital public. Donc, effectivement, il y a 3 niveaux d'établissement public. Hein. Vous avez les hôpitaux locaux, qui sont essentiellement des établissements où il y a de la médecine générale et puis des personnes âgées. Vous avez le centre hospitalier généraux, où il y a un plateau technique avec des services spécialisés, et puis bien entendu un plateau technique avec la radiologie, le bloc opératoire, les maternités, c'est ce qu'on appelle les établissements MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. Et au-dessus, au niveau régional, nous avons des centres hospitaliers régionaux et universitaires où, par convention, l'établissement, donc à Bordeaux, Lille, il y en a 29 en France aujourd'hui, l'établissement hospitalier, assez important, a un contrat avec les facs de médecine et donc mettre en place donc, ce qu'on appelle le CHU, Centre hospitalier universitaire, qui forme les médecins et dans lesquels il y a des plateaux techniques encore plus perfectionnés, où vous avez les derniers cris de la technique, comme les IRM, les scanners, la radiothérapie, la chimiothérapie, les interventions chirurgicales très pointues, les services de médecine très spécialisés, cardiologie, neurologie, etc.
Ce sont des établissements naturellement qui ont fait, je dirais, le prestige de la médecine et de la santé en France. Et puis malheureusement, à partir des années 75, 75-80, le déclin va commencer. Le déclin va commencer avec effectivement ce qu'on a appelé le New Public Management. Le New Public Management qui est, je dirais, l'introduction dans les services publics de santé de la logique de gestion privée. C'est-à-dire qu'on a commencé avec les ordonnances Juppé de 1995 à mettre en place, à commencer à parler de la tarification à l'activité, de commencer à transformer les conseils d'administration en conseils de surveillance, à porter atteinte aux institutions représentatives du personnel et, je dirais, à réorganiser un petit peu le système hospitalier, alors que le souci principal, c'était un souci de réduction des dépenses de santé et non pas de réponse aux besoins populaires. Alors après vont se succéder un certain nombre de lois dont tout le monde se rappelle. Donc après les ordonnances Juppé, il y a eu bien sûr la loi Bachelot, puis les lois Touraine, puis les lois naturellement Macron. Et toutes ces lois, si vous voulez, ont un objectif principal, c'est de casser l'hôpital public. Voilà. Alors, la gestion interne d'un hôpital, je vais peut-être en dire deux mots pour que les choses soient peut-être un petit peu plus claires. Donc, vous aviez un conseil d'administration dans lequel il y avait la sécurité sociale, les élus et les représentants du personnel. Quels élus? Alors, c'était principalement des élus municipaux et des élus départementaux. Puis après, les élus régionaux, après la réforme Defferre, que vous connaissez, de 1982. Bien. Et puis, petit à petit, on a commencé à liquider les représentants de la sécurité sociale dans ces conseils d'administration qui sont devenus des conseils de surveillance. Alors, le mot conseil de surveillance n'est pas innocent, n'est pas anecdotique, puisque conseil de surveillance, c'est très exactement ce qui se passe dans les sociétés privées, capitalistes. Et donc, on a viré les représentants de la sécurité sociale et on a réduit les compétences de ce conseil de surveillance par rapport au conseil d'administration. Un seul exemple. Désormais, dans les conseils de surveillance, le budget, qui est l'acte politique principal d'un hôpital public, son budget bien sûr, eh bien, avant, le conseil d'administration pouvait en effet le modifier, faire des propositions, etc. Alors qu'aujourd'hui, dans les conseils de surveillance, c'est le directeur qui prépare le budget en collaboration directe avec les agences régionales de santé, et le conseil de surveillance est simplement informé de ce budget. Donc certes, il peut formuler des vœux, mais la plupart du temps, vous avez compris que c'est le directeur avec l'agence régionale de santé qui, naturellement, ont le pouvoir réel. Alors j'ai parlé d'agence régionale, d'abord hospitalière, puis de santé. Ça fait partie des réformes Juppé puis Bachelot, de réorganisation de l'hôpital public et de mise en œuvre donc du New Public Management. Qui est un concept américain apparemment. Oui, qui est un concept, oui, on peut dire ça, réforme Thatcher et Reagan à l'époque, à cette époque-là, fin des années 70, début des années 80, et puis la mise en place donc du néolibéralisme, qui n'est qu'un capitalisme financiarisé, mondialisé. Et toi, tu l'as senti au niveau de ton métier, tout à fait, en tant que directeur d'hôpital, absolument, cette pression Bien sûr, puisqu'on a vécu, si tu veux, on a vécu la modification des compétences du conseil d'administration, de l'ancien conseil d'administration, dont la plupart des compétences ont été dévolues au directeur et à l'agence régionale hospitalière, puis de santé. C'est-à-dire que les conseils d'administration sont devenus des conseils de surveillance, et d'ailleurs la plupart des élus ont bien senti, eux aussi, la modification, le basculement des pouvoirs dans l'organisation hospitalière française. Donc voilà, ces conseils d'administration ont été transformés en conseils de surveillance. On a gardé quand même les commissions médicales d'établissement. On a gardé à l'époque
les comités techniques d'établissement, les fameux CTE, et il a fallu attendre les réformes Macron, hein, vous vous rappelez, de 2016-2017, qui ont supprimé les CTE, les comités techniques d'établissement, et qui ont supprimé les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Tout cela a été fondu dans ce qu'ils appellent un CSE, le Conseil social et économique, qui regroupe les compétences du CTE et du CHSCT. Donc vous avez compris que ça divise par deux les représentations possibles du personnel dans les hôpitaux. Ces deux instances d'ailleurs, CSE et CME, ayant des compétences, je dirais, consultatives et non plus délibératives, et non pas délibératives. C'est-à-dire que le directeur peut tenir compte ou pas des avis qui lui sont donnés par le comité social et économique ou par la commission médicale d'établissement. Excuse-moi de t'interrompre, oui. Tu sais qu'il y avait un scandale énorme par rapport au financement et à la dette des hôpitaux publics, oui. Avec des taux variables, etc. Oui. Tu es en train de nous dire en fait que c'était finalement la seule responsabilité du directeur d'hôpital d'engager par exemple des prêts à taux variables pour l'hôpital public. Jusqu'à la fin des années 70, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité sociale, les départements, qui avaient une situation financière plus brillante qu'aujourd'hui, quelques communes, l'État, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, l'ex-CAECL, pouvaient faire des prêts sans intérêt aux hôpitaux. Et de 1946 à fin des années 70, c'était la sécurité sociale qui avait, je dirais, le rôle principal. Et c'est la sécurité sociale qui a financé la mise en place de tout le système de santé et hospitalier français, sans que les directeurs d'établissement aient besoin de faire appel aux banques privées. Et donc, avec les lois, naturellement, de néolibéralisme qui ont été introduites à l'hôpital public, et d'ailleurs dans tous les services publics, ça n'est plus comme ça que ça se passe, puisque les directeurs d'hôpitaux, quand ils veulent faire des travaux ou acquérir des équipements, sont obligés maintenant de faire appel au marché financier, c'est-à-dire aux banques. Voilà. De la sécurité sociale ne faisant plus de prêts sans intérêt ou presque pas, et quant aux communes ou aux départements, leur situation financière, naturellement, ne leur permet plus de prêter aux hôpitaux. Et c'est ce qui explique l'endettement des hôpitaux, naturellement, qui sont toujours obligés, lorsqu'ils font des travaux ou des équipements, naturellement, de faire des emprunts sur le marché financier avec des taux d'intérêt largement supérieurs à ceux qu'ils ont connus pendant la période de 1946, fin des années 70. Donc effectivement, cela explique en majeure partie l'endettement des hôpitaux. Le problème de l'usure dans le service public, donc. Absolument. Donc voilà un petit peu comment est organisé l'hôpital. Vous avez donc un directeur d'hôpital qui est nommé par, on va dire maintenant, par l'agence régionale de santé, puisque naturellement c'est le directeur de l'ARS qui fait le filtrage des candidatures, le Centre national de gestion et le ministère avalisant bien entendu les propositions du directeur de l'ARS. Et le directeur n'est plus tellement responsable devant son conseil de surveillance, ce qui était la loi démocratique à l'époque, entre 1946 et la fin des années 70, jusqu'aux ordonnances Juppé et aux lois Bachelot. Maintenant, le directeur, il est nommé par l'ARS, il est responsable devant l'ARS, qui le note et qui le nomme, et vous avez bien compris qu'un directeur d'hôpital, aujourd'hui, n'a plus beaucoup d'indépendance, n'a plus beaucoup d'autonomie de gestion, puisqu'il est pieds et mains liés devant, naturellement, ses autorités de tutelle. Donc voilà un petit peu la situation. Et donc, depuis les lois, les ordonnances Juppé, la loi Bachelot, les lois Touraine, et puis naturellement les ministères macroniens depuis donc le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, naturellement, ces établissements hospitaliers ont complètement perdu leur autonomie de gestion, puisque ce sont maintenant des grandes administrations régionales, les ARH,
puis les ARS, agences régionales de santé, qui naturellement déterminent la politique de santé de la région et bien sûr des départements dépendants de ces régions. Voilà où on en est. Entre-temps, comme vous le savez, un monsieur très intelligent, sûrement, a décrété que, alors ça c'était dans les années 70-80, le fameux numerus clausus au niveau médical. Le numerus clausus. Alors c'est quoi ça? Alors le numerus clausus au niveau médical, c'était, si vous voulez, quelque chose de tout à fait arbitraire qui disait que tous les ans en France, on ne pouvait pas fermer plus de 4 000, 5 000, 6 000 médecins. Voilà. Et ce qui était largement insuffisant, si vous voulez, pour remplacer les départs à la retraite des médecins en exercice. Alors là, on parle de médecine de ville. On parle des médecines hospitalières, mais aussi, non, médecine de ville aussi, puisque c'était si vous voulez, les doctorats en médecine qui étaient limités dans le nombre. Parce que tout ça, comme je le disais à l'instant, était déterminé par les savants calculs d'un certain nombre de gens qui régnaient dans les cabinets ministériels et qui disaient, s'il y a moins de médecins, il y aura moins d'ordonnancement de dépenses médicales. D'accord? Donc on ne se faisait aucun souci, bien sûr, des besoins médicaux des populations. On envisageait tout à fait faussement d'ailleurs, que parce qu'il y aurait moins de médecins, il y aurait moins de dépenses hospitalières, moins de dépenses de santé. Bon, ce qui n'a pas été le cas naturellement, et ce qui a aussi contribué au déficit massif des hôpitaux à l'époque, puisqu'on a aussi changé le mode de financement des hôpitaux, et on a mis en place, tout ça avec les réformes Juppé, Bachelot, etc., la tarification à l'activité, la fameuse T2A. Vous voyez, donc... Explique-nous un petit peu, parce que tu jargonnes, là, c'est oui. un discours de spécialiste. Cette tarification T2A, qu'est-ce que c'est? C'est excellente question. Excellente objection. Il faut savoir en gros que nous avons eu 3 formes de financement des hôpitaux publics depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a eu le budget, le prix de journée, le financement au prix de journée. C'est-à-dire que les directeurs d'hôpitaux, tous les ans, en collaboration avec leurs autorités de tutelle et le ministère, déterminaient quels étaient ses besoins budgétaires. Donc ils faisaient ce qu'on appelait à l'époque la feuille de répartition et d'imputation, la fameuse FRI. Tous les anciens directeurs s'en souviendront. Et on déterminait quelles seraient, pour l'année qui venait, les dépenses de personnel, les dépenses d'équipement. Il y avait 2 budgets d'ailleurs, le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Donc sur le budget de fonctionnement, on déterminait quels seraient nos besoins de personnel, nos besoins en services économiques, nos besoins d'équipement de soins, pansements, produits médicamenteux, etc. La plupart des hôpitaux à l'époque d'ailleurs avaient leur propre cuisine, avec du personnel hospitalier formé, et donc leurs dépenses d'alimentation, etc., etc. Et donc à la fin de la colonne, vous aviez donc la totalité de vos dépenses. Et en fonction des différentes spécialités naturellement qui existaient dans votre hôpital, chirurgie, médecine, obstétrique, et puis à l'intérieur de la chirurgie s'il y avait des spécialités, chirurgie pédiatrique, chirurgie adulte, chirurgie viscérale, chirurgie orthopédique. Donc on déterminait en fonction du nombre de journées prévues, d'accord, donc en fonction des entrées de malades, on déterminait un prix de journée. Voilà, on divisait, pour faire simple, le chiffre total des dépenses, si vous voulez, par le nombre de journées prévisionnelles qu'on pouvait faire pour l'année qui suivait. Ça, c'était le système de prix de journée. Et on s'est rendu compte que ce prix de journée, qui ne fonctionnait pas si mal que ça d'ailleurs, était quand même un peu inflationniste. Et donc, on est passé... Excuse-moi, juste quand tu dis inflationniste, c'est-à-dire que les directeurs prévoyaient toujours un peu plus large pour l'année suivante, au cas où... Il y avait un petit peu ça, mais il y avait surtout le fait que, on était obligé, on était dans la période des Trente Glorieuses, si vous voulez. Bon, donc, en effet, d'une année sur l'autre, l'activité s'accroissait naturellement, puisque les Français étaient mieux soignés, ils fréquentaient plus les médecins, les soignants, les hôpitaux, et donc l'activité de l'établissement public hospitalier s'accroissait, si vous voulez.
Donc tout ça, ça n'a pas plu au capital, naturellement, vous le comprenez, hein, que les dépenses, comment dirais-je, couvrant les besoins populaires augmentent comme ça. Parce Donc, qu'en parallèle, il y a les cliniques privées. bien sûr, qui ont un système différent, hein, mais qui sont aussi financés par les organismes de sécurité sociale. Hein. Au niveau du Faut le fonctionnement. savoir, au niveau du fonctionnement. Au niveau de l'investissement, c'est naturellement appel aux capitaux. Hein, bon. Mais au niveau du fonctionnement, naturellement, elles ont leur propre tarif et qui est pris en charge également. Donc, on est passé, donc, ils se sont aperçus qu'effectivement les dépenses de fonctionnement hospitalière augmentaient un petit peu trop vite à leurs yeux, on est passé au budget global. C'est-à-dire qu'on a fait le contraire. Au lieu de passer des dépenses au financement des recettes, d'accord, on a essayé de dire quelles sont vos recettes prévisionnelles. Donc, au lieu de commencer par les dépenses, on a commencé par les recettes. C'est-à-dire qu'on faisait son budget, ben voilà, j'ai tant de services hospitaliers, j'envisage telle somme d'activité, tel niveau d'activité, et en fonction de ces recettes, puisque là on était à la tarification à l'activité, c'est-à-dire que on finançait les recettes par la pathologie, si vous voulez, hein, et donc vous avez telle recette, ça ne peut vous financer que telle somme de dépenses. Et donc, le niveau des recettes déterminait le niveau des dépenses. Bon. Et alors, vous aviez quelques, sans trop entrer dans les détails, quelques effets pervers de cette affaire de budget global, puisque vous aviez des établissements qui avaient un budget global qui pouvait augmenter, alors que leur activité n'augmentait pas forcément. Donc ils avaient une sorte de rente de situation. Et puis par contre, vous avez des hôpitaux dont l'activité augmentait beaucoup et qui avaient un budget qui était relativement limité. Donc ça créait des distorsions. Et donc en effet, troisième réforme, on est passé à la tarification à l'activité. Et donc là, si vous voulez, ça a aussi des effets pervers, puisque ça a occasionné une forte concurrence à l'intérieur de l'hôpital, entre les services actifs, les services moins actifs, et dans le pays, entre les cliniques privées et les hôpitaux publics, qui se faisaient toujours concurrence. Donc on en est toujours là, à la tarification à l'activité, et c'est une forme de tarification, si vous voulez, qui n'est pas adaptée. Bon, quand on parlera des réformes nécessaires, je pense qu'on pourra discuter de la nécessaire suppression de la T2A. Donc, quelle est la situation qui a été créée par tout ça? Parce qu'il faut essayer de faire un lien entre toutes ces réformes. Liquidation des conseils d'administration qu'on transforme en conseils de surveillance dont les compétences sont moindres. Liquidation des comités techniques d'établissement et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'on centralise en un seul conseil social et économique. Donc la représentation des personnels est divisée par deux, puisque deux conseils n'en font plus qu'un. Donc un rapport de force qui baisse en faveur, enfin en défaveur en faveur des directions et de l'ARS, et non plus des personnels hospitaliers. Même au niveau des commissions médicales d'établissement, si vous voulez, qui sont des structures, on va dire, réservées aux médecins, j'en parlerai plus tard. Alors c'est vrai que les directeurs d'hôpitaux, si vous voulez, faut être juste, ont toujours des difficultés à s'opposer à une CME. Alors CME, c'est la commission médicale d'établissement. Parce que ce sont les commissions médicales d'établissement, si vous voulez, qui concentrent la représentation de tous les médecins de l'hôpital. Et forcément, les médecins qui ont souvent 10-12 ans de formation derrière eux, vous ne pouvez pas, naturellement, fouler aux pieds tranquillement les avis qu'elles vous donnent. Donc, les directeurs d'hôpitaux, naturellement, il faut être clair, suivez, et suivent toujours d'ailleurs, beaucoup plus les commissions médicales d'établissement que les conseils sociaux et économiques. Bon, c'est une injustice d'ailleurs, hein, parce qu'il faut dire que les médecins aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est 12% du personnel. Ce qui veut dire que 88% du reste du personnel, ce sont des fonctions non médicales. Et il faut savoir que dans l'hôpital, aujourd'hui, vous avez 150 métiers.
150 métiers, c'est tout. C'est les personnels administratifs, c'est les personnels soignants. Alors les aides-soignants, les ASH, les aides-soignantes, les infirmières, les infirmières anesthésistes, les infirmières penseuses, toutes sortes d'infirmières selon les spécialités. Vous avez le personnel informatique, vous avez le personnel technique, les services généraux. D'ailleurs, de plus en plus rares, puisque les hôpitaux, on leur a dit, concentrez-vous sur votre cœur de métier. Ce qui veut dire qu'on les a obligés à liquider les blanchisseries, les cuisines et la plupart des services techniques. Tout ça, c'est Tout externalisé. cela est concédé à des entreprises privées. D'accord ? Et alors, quelle transparence? Parce qu'on a vu, nous, on a fait des OP à l'hôpital de Corbeil sur le parking qui est payant. Oui. Tu viens voir quelqu'un qui est hospitalisé et en plus, on te raquette à l'hôpital public. Hein. Tout à fait, Le parking est privé. Quelle transparence dans l'attribution de ces marchés? Parce qu'on peut imaginer de la grosse corruption quand même derrière. Oui, alors, d'abord, il faut dire que du temps de la période, je dirais, d'extension de l'hôpital public, on n'était pas confronté, si vous voulez, à ce genre de difficultés. La plupart des hôpitaux avaient leur cuisine, leur blanchisserie, leurs services techniques. Bon, lorsqu'on était confronté à des problèmes techniques très ardus, où là, il y avait la vie des malades qui était en jeu, par exemple l'électricité, l'entretien des installations électriques, si vous voulez, ou l'entretien des fluides médicaux. Là, on passait des appels d'offres, si vous voulez. Il y a un code des marchés publics, hein, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Il y a un code des marchés publics. Donc, la direction met en place son cahier des charges, voilà, et elle fait un appel d'offres. Et là, la plupart du temps, si vous voulez, on prenait le mieux disant, qui parfois était d'ailleurs le moins disant, mais pas toujours. Mais parfois, valait mieux prendre un fournisseur, si vous voulez, qui proposait un prix intermédiaire, quand on savait naturellement, on savait à qui on s'adressait, avec l'expérience, hein, il valait mieux payer un petit peu plus cher, mais ne pas avoir d'ennui. Bon, alors, naturellement, avec le néolibéralisme, la tarification à l'activité, la privatisation, etc., les choses ont changé. On a dit, mais vous, les directeurs d'hôpitaux, vous devez vous concentrer sur votre cœur de métier. Pourquoi vous feriez de la blanchisserie? Pourquoi vous feriez de l'alimentation, de la cuisine? Du parking? Pourquoi vous feriez du parking? Pourquoi vous feriez des services techniques? Vous n'avez qu'à tout simplement concéder ça au secteur privé. Et c'est ce qui a malheureusement été fait dans beaucoup d'hôpitaux. La blanchisserie est privée, la cuisine est privée, les services techniques sont concédés. Et puis, naturellement, comme la sécurité sociale était en déficit, paraît-il, parce qu'on pourrait discuter aussi du déficit de la sécurité sociale, qui sont les vrais responsables de la sécurité sociale? Ce n'est pas les hôpitaux publics, à mon avis, et on pourra en reparler. Et donc, on a dit aux hôpitaux, mais finalement, vous pourriez rendre payants des services que vous donnez aux populations et qui jusqu'ici sont gratuites, comme par exemple certains parkings ou certains autres, d'ailleurs, services, par exemple le ticket modérateur. Explique-nous le ticket modérateur. Ticket modérateur, ça veut dire que il y a un reste à charge des malades, si vous voulez, donc du citoyen, lambda. Il y a un reste à charge qui est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était entre 1945 et la fin des années 70. Donc, on a laissé à la charge des patients, si vous voulez, des familles, des salariés, des citoyens et des citoyennes, des choses qui avant étaient prises en charge par la sécurité sociale. C'est pour ça qu'il est très important, dans le cadre des modifications et des réformes qu'on pourra proposer après, de proposer une prise en charge de la sécurité sociale à 100%. Voilà, mais ça c'est un autre sujet. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, l'hôpital public, de plus en plus, a vu ses zones de compétences se réduire au profit des secteurs privés. Et cela explique naturellement, avec le numerus clausus dont on parlait tout à l'heure, ça explique naturellement le désastre auquel on est confronté aujourd'hui. Alors, on a intitulé cette séance vers la destruction de l'hôpital public. Alors, certains diront, oh, il exagère, etc. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Moi, quand j'étais directeur d'hôpital, c'est pas si vieux que ça, hein, disons que j'ai exercé entre 1975 et 2015, vous voyez, pour vous donner un ordre des choses. Nous n'avons jamais eu de crise médicale. Nous n'avons jamais eu de crise infirmière. Certes,
on avait ici ou là des difficultés de recrutement. Mais comme nos écoles d'infirmières étaient bien financées, quand on voyait qu'on allait être en crise, eh bien, on augmentait le nombre des élèves. Bon, lorsqu'on a mis en place les numerus clausus, qui ne concernaient pas que les médecins, naturellement, eh bien, on a réduit la formation des infirmières, des médecins, des aides-soignantes, etc. Des infirmières anesthésistes, des psychiatres, etc. Des infirmières penseuses, on pourrait continuer longtemps comme ça. Et donc, en mettant en place ces numerus clausus, on a créé, si vous voulez, une situation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des déserts médicaux, vous avez des rendez-vous de pédopsychiatres ou de pédiatres tout court à plus d'1 an, vous avez des rendez-vous d'ophtalmologues à 6 mois. À diabète à 6 mois aussi. Voilà, donc, et vous manquez de personnel médical spécialisé dans la plupart de nos hôpitaux. Et c'est ainsi qu'on voit certains services d'urgence fermés la nuit ou le week-end, ou demander aux patients de passer par le 15 avant d'aller à l'hôpital. Ce qui fait que, pensant que, ainsi, on supprimera l'engorgement des services d'urgence. Sauf que, sans d'ailleurs supprimer les engorgements des services d'urgence qui persistent, eh bien on engorge aussi les centres 15. Et les centres 15 qui n'arrivent plus à faire face, donc, correctement, on va dire, à l'urgence. Et donc, puisque les SAMU, si vous voulez, les services d'accueil médical d'urgence, SAMU, ont un rôle précis. Ils ont un peu un rôle de traitement de la maladie, si vous voulez. Ils ont un rôle d'appel, d'apport des premiers soins d'urgence, et ensuite, on conduit le patient à l'hôpital le plus proche, et à l'hôpital qui a, je dirais, les services et le matériel adaptés à la pathologie du patient. D'accord? C'est ça le rôle des SAMU. Ça n'est pas de donner des conseils au patient pour qu'il évite d'aller à l'hôpital. Voilà. Et là-dessus, naturellement, un certain nombre de médecins urgentistes qui protestent véhémentement, puisque vous savez qu'il y a eu une grève qui a duré presque 2 ans dans les services d'urgence, menée par les urgentistes, qu'ils soient médecins d'ailleurs ou non médecins. Ils avaient bien raison de faire cette grève, et j'espère bien qu'elle va se poursuivre. Et donc, voilà où on en est. On a fermé 70 000 lits depuis le début des années 2000. On a mis en place donc ce fameux numerus clausus. Alors vous allez me dire, oui mais Macron a supprimé le numerus clausus. C'est faux. C'est faux, il faut le savoir. Quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été prises? On a transféré de l'État aux facs de médecine la possibilité de déterminer eux-mêmes le nombre de médecins, le nombre de jeunes médecins qu'ils vont admettre. Et ça veut dire quoi ça? Quand on sait que toutes les universités de médecine ont vu leur budget diminuer. Sur quelles variables ils peuvent agir pour équilibrer leur budget? Et on a vu récemment, pour d'autres raisons, par l'histoire des dépenses énergétiques, là, on a vu un doyen d'université fermer une université pendant 15 jours. Carrément fermer une université pendant 15 jours. Bien, les facs de médecine sont confrontées au même problème. Et elles vont jouer sur quoi? Elles vont jouer sur le nombre de médecins. Donc, le numerus clausus, il passe de l'État aux facs de médecine. Mais on ne l'a pas supprimé. Et la meilleure preuve, c'est que vous allez n'importe où en France, y compris dans la région parisienne, y compris à Paris, ce qui est grave. Eh bien, vous avez des déserts médicaux qui sont en train de se mettre en place, et on arrive à des prises de rendez-vous avec les délais totalement scandaleux auxquels on assiste aujourd'hui. Voilà. Donc, pour conclure là-dessus, on a supprimé la démocratie dans les hôpitaux, le reste de la démocratie qu'il y avait dans des hôpitaux, en supprimant les CTE, le CHSCT, et en réduisant les compétences du conseil d'administration. On a réformé le financement des hôpitaux en mettant en place la tarification à l'activité qui est maîtrisée par l'État, puisque, comme vous le savez, il y a un budget de la sécurité sociale, et vous avez là-dedans donc la fameuse loi de financement de la sécurité sociale, avec le fameux ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et donc, on corsette la vie hospitalière et les moyens hospitaliers à l'intérieur de cet ONDAM et à l'intérieur, par l'intermédiaire aussi de la tarification à l'activité, on corsette les budgets hospitaliers. Donc, on supprime des lits,
on met le numerus clausus en place et on privatise à tour de bras, comme je l'ai montré tout à l'heure. En externalisant. Voilà, on externalise tout un tas de services, y compris parfois d'ailleurs des services de soins, puisque les laboratoires publics, n'ayant plus les moyens de travailler, on concède aussi un certain nombre d'examens de laboratoire à des laboratoires privés. Qu'est-ce qui va se passer si on continue comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Macron dira un jour ou l'autre, et c'est l'objet de son deuxième quinquennat. Faut pas l'oublier. C'est quoi l'objet de son deuxième quinquennat? C'est de supprimer ce qui reste de sécurité sociale. C'est de supprimer ce qui reste des retraites. C'est de supprimer ce qui reste, je dirais, de l'organisation publique de la santé. Et on va nous dire un jour, mais regardez, l'hôpital public est incapable de faire face aux besoins, après avoir tout fait naturellement pour le faire couler. Et ça remonte aux ordonnances Juppé. Hein, ça remonte pas à hier, ça remonte à loin. Ordonnance Juppé, loi Bachelot, loi Touraine, et ainsi que les lois Macron de 2017, qui sont en train de terminer le travail. On va supprimer les fonctions publiques. Fonctions publiques, naturellement, d'État et des collectivités territoriales, mais également fonctions publiques hospitalières, puisque vous voyez ce qui se passe. L'ubérisation au niveau du privé va toucher désormais toutes les fonctions publiques. Et ça a commencé depuis pas mal de temps. Bon. Donc, on arrive tout simplement à la privatisation du système de santé dans ce pays, tel qu'il existe dans d'autres pays. Voilà, dans d'autres pays. Vous savez que le National Health System en Angleterre est en train de se casser la figure. Aux États-Unis, c'est déjà fait. Il faut savoir d'ailleurs que la privatisation du système de santé aux États-Unis coûte bien plus cher que le nôtre. Bien plus cher que le nôtre, en termes de pourcentage du PIB. Hein, je crois qu'ils sont à 12 ou 13% du PIB. C'est bien supérieur à nous. Bon, donc l'objectif qui est poursuivi, c'est celui-là. C'est la destruction de toutes les conquêtes, finalement, du Conseil national de résistance. Et la principale conquête du Conseil national de résistance, c'est quoi? C'est la sécurité sociale et c'est les fonctions publiques. Et c'est naturellement aussi la socialisation d'un certain nombre, naturellement, de grands monopoles économiques, financiers, et d'énergie et de transport. Voilà. Tout cela est en train d'être liquidé, et vous savez que ça a été un des objectifs d'ailleurs, j'invente rien, hein. Dans tout ce que je vous ai dit là, dans ces quelques minutes, c'est exclusivement factuel. Je défie qui que ce soit de me démentir sur un quelque propos que ce soit que je viens de dire. Et vous savez que ce programme-là, finalement, notre ami Kessler, pas l'écrivain, l'ancien maoïste qui est devenu le directeur adjoint ou le président adjoint du MEDEF, tout le monde sait ce que c'est que le MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Qu'est-ce qu'il avait dit dans une interview à Challenge dans les années 2010, je n'ai plus la date exacte, peu importe. Il avait dit quoi? Et ça tombait avec l'élection de Sarkozy. Hein, la fin du mandat de Chirac et le début de celui de Sarkozy. Il a dit quoi? Notre objectif, il parlait de l'objectif du MEDEF et du gouvernement. Notre objectif, c'est de mettre fin à toutes les réformes qui ont été décidées par le Conseil national de la résistance. Eh bien, on est en train de le terminer, ce programme-là, voyez, avec toutes les privatisations depuis 1986, avec la destruction de l'industrie française, métallurgie, textile, chimie et bientôt automobile, avec la destruction de l'hôpital public, avec la privatisation de la sécurité sociale, avec la suppression de toutes les fonctions publiques, voyez, avec un certain nombre d'autres mesures dont on parlera dans d'autres vidéos. Tout ça est en train de se mettre en place. Et le deuxième quinquennat de Macron, c'est ça et pas autre chose. C'est ça et pas autre chose. Donc, moi je conclurai en disant que il est temps que le peuple français prenne conscience de tout cela et se réveille. Et je trouve que le personnel, puisqu'on est sur l'hôpital, le personnel hospitalier, quel qu'il soit, les 145 ou 150 métiers de l'hôpital public,
il faut que la totalité du personnel de l'hôpital, qui connaît tout ce que je viens de dire, qui le vit tous les jours, qui souffre tous les jours avec les patients, eh bien il faut que le personnel hospitalier reprenne le pouvoir dans les hôpitaux. Et ça, on en parlera peut-être dans une deuxième vidéo. Merci citoyens de cet échange. Force et honneur, on ne lâche rien et on va enchaîner sur d'autres vidéos.